Je ne sais pas si je dois me représenter, je l'ai fait tout à l'heure, mais bon, je suis journaliste. J'ai été, je m'appelle donc Olivier Lenaire, j'ai été critique littéraire pour une quinzaine d'années à l'Express, puis grand reporter en France et à l'étranger, puis j'ai dirigé le service société de l'Express, qui a été un service société, mais aussi un service sciences et patrimoine également, où je m'occupais à la fois de patrimoine, d'écologie, d'environnement, entre autres, et puis les questions scientifiques. Donc autant dire que j'ai toujours été un petit peu à cheval entre les questions culturelles, entre les questions d'agriculture et de culture. Ça a été le cas notamment avec le livre que j'ai fait avec Pierre Rabhi, qui est sorti en 2013, qui s'appelle Pierre Rabhi, Semeur d'espoir. Et voilà, donc ce que j'aimais chez Pierre, c'était à la fois cette vision d'une agriculture différente, d'une manière différente de se nourrir, et aussi cette vision culturelle et poétique, très terrienne aussi, de l'agriculture. Donc autant dire que cette thématique de nourriture au pluriel avec un S, pour moi ça a du sens, et je pense qu'effectivement lier culture et agriculture, comme vous le faites là dans ces manifestations, ça me semble une excellente idée, une excellente démarche. Parce que la nourriture, comme on l'appelle, c'est évidemment bien plus que l'addition de ce qu'on a dans nos verres ou dans nos assiettes. C'est aussi le reflet de nos sociétés, de nos choix de société, de nos modes de vie et même de nos modes de pensée. Bref, ce que nous mangeons n'a rien d'anodin et ne relève évidemment jamais du hasard. Il faut donc regarder notre assiette pas comme un simple contenant, mais bien comme un miroir de ce que nous sommes, de nos valeurs, de notre manière de voir la vie et de la vivre. Voilà. Si on considère les choses de cette manière, et donc c'est bien à mon avis comme ça qu'il faut les considérer, il faut bien reconnaître que tout cela n'a rien de très rassurant. Depuis une vingtaine d'années, la nourriture qu'on ingurgite, la manière dont nous la produisons et les effets nocifs pour la santé ne cessent de l'effrayer la chronique. On a pu pendant un temps croire que c'était des sujets de journalistes un peu montés, plus ou moins des complots écolos, etc. Mais aujourd'hui, plus personne ne nie qu'il y a un problème, qu'il existe un problème grave dans notre manière de produire notre nourriture, dans la manière de la transporter, de la transformer et de la consommer. Donc les faits prouvent qu'effectivement, nous avons d'excellentes raisons de nous montrer méfiants, et de plus en plus de gens, effectivement, je pense qu'il y a plus grand monde aujourd'hui qui achètent des choses les yeux fermés, de la nourriture, des plats préparés, des produits, en fermant les yeux, en se disant bah, tout ça est de bonne qualité, je peux faire confiance. On n'en est plus là. Les scandales, il y en a eu à profusion, et ça, c'était pas des inventions journalistiques, c'était des faits qu'on a pu voir. C'était aussi des manipulations, des mensonges d'État, de société, d'État, où tout le monde est responsable là-dessus. Il y a eu évidemment le scandale de la vache folle, et chaque scandale a chassé l'autre. Il y a eu les lasagnes de bœuf, qui en fait étaient des lasagnes de cheval. Il y avait des poulets à la dioxine, il y a eu les poissons au mercure et leur farandole de métaux lourds. Il y a eu les viandes avariées dans les congélateurs de grandes chaînes de restaurants, dont je tairai le nom et dont on garde le souvenir. Il y a eu les pastèques explosives surdopées aux pesticides en Chine, le lait frelaté, le lait maternel frelaté en Chine. Il y a eu les graines germées gerbées, c'est le cas de le dire, au colibacille en Allemagne, les tromperies sur l'étiquetage des poissons aux États-Unis. Donc ce menu est vraiment pas ragoûtant, et hélas, c'est bel et bien le quotidien des humains aujourd'hui partout sur notre planète. Donc il y a de là quoi soulever le cœur, surtout quand on sait que les populations les plus touchées par la malbouffe sont les populations les moins éduquées, sont les populations les plus fragiles, sont aussi les populations les plus pauvres et donc les moins éduquées. Et quand dès le 15 du mois, on n'a plus un sou pour nourrir sa famille, on n'y regarde pas deux fois avant d'aller acheter le kilo de lasagne Findus à 2 €, de lasagne congelée, et puis quitte à s'empoisonner et empoisonner ses enfants, empoisonner la planète. Comme dirait Pierre Rabhi, maintenant quand on passe à table, il faut plus dire bon appétit, il vaut mieux se dire bonne chance.
Et il faut dire bonne chance aussi à la planète, parce que non contents de nous empoisonner, les responsables de ce crime organisé, et je pèse mes mots, quand je dis crime organisé, c'est bien le mot, et derrière le crime organisé, il y a des mafias, c'est aussi le mot. Derrière ce crime organisé, derrière ces mafias, on empoisonne la planète. Donc on empoisonne notre vie, on empoisonne notre avenir. Le système est si pervers, et c'est en cela qu'il est culturel justement, que désormais, si 800 millions de personnes meurent encore de faim dans le monde, plus de 2 milliards d'habitants de cette planète sur 7 sont désormais en surpoids. C'est le comble et c'est le paradoxe. Ils sont guettés par le diabète, le cholestérol, les cancers, un chiffre qui a été multiplié par 2 depuis 1980. Ce système est pervers puisque une de ses conséquences les plus scandaleuses est aussi le gaspillage alimentaire. Aujourd'hui, près d'un tiers de la nourriture produite dans le monde est jetée à la poubelle, que ce soit par les collectivités ou les collectivités. Un tiers. C'est là que l'on mesure à quel point l'affaire est perverse et complexe. Parce que s'il est relativement facile d'aller expliquer, de désigner les coupables, d'expliquer que c'est les éleveurs, que c'est les agriculteurs, d'aller expliquer que c'est les élus, d'aller expliquer que c'est Monsanto, que c'est Bayer, voilà, ce sont les citoyens, c'est vous, c'est moi, qui faisons prospérer et qui permettons cela. C'est nous qui donnons notre consentement, c'est nous qui achetons, c'est nous qui consommons. Et voilà, donc les citoyens sont co-responsables de ce qui se passe, chacun d'entre nous l'est, tout simplement parce qu'on n'a souvent ni l'envie, ni le temps de s'informer ou de trouver des alternatives, souvent aussi parce certains n'ont pas le niveau de conscience, d'éducation nécessaire pour changer leur comportement et lutter contre ces comportements. Alors vous me direz qu'aller au McDo ou utiliser des pesticides ou des OGM relève du libre choix de chacun, c'est légal et c'est pas un crime, heureusement. Mais encore une fois, il faut se demander si ces choix sont toujours bien conscients et renseignés, parce que personne n'a envie, a priori, de mal se nourrir. Et c'est là qu'on en revient à cette question de l'éducation, à cette question de la culture que j'évoquais tout à l'heure et qui est le thème de ce cycle culturel qui est lancé ici. La mauvaise nouvelle, donc, c'est que nous sommes tous, vous, moi, en partie et collectivement responsables de cet état des lieux. Mais la bonne nouvelle, on y arrive, en revanche, c'est qu'il ne tient qu'à nous d'en prendre conscience et à chacun de nous, à notre échelle, de participer à l'émergence d'autres logiques plus naturelles, plus vertueuses, plus humaines pour nous nourrir. Face à ces scandales dont je parlais, il y a 3 stratégies possibles. La première, elle consiste à faire l'autruche, ce que font beaucoup de gens. La seconde, elle consiste à culpabiliser. Et puis la troisième, à se dire, donc à continuer, mais à se dire que c'est pas bien ce qu'on fait, pas bien pour nous, pas bien pour les autres, mais bon, qu'on n'a pas trop le choix et que c'est pas simple. Et puis la troisième, elle consiste à dire que si le problème est dans notre assiette, la solution, ou plutôt les solutions, s'y trouvent aussi. Cette troisième voie, c'est l'objet de notre rencontre aujourd'hui. Et s'il va bien falloir malgré tout essayer de comprendre comment nous en sommes arrivés là, l'essentiel de mon intervention, et des vôtres, j'espère ensuite, de vos témoignages, consistera à explorer ces solutions. Et à voir comment, dans notre vie quotidienne, de manière simple, juste en changeant nos vieux réflexes, nos vieilles habitudes, comment nous pouvons faire bouger les choses. Même si cela peut paraître complexe, même si le bio reste encore cher, très cher, il existe pour chacun d'entre nous 1000 manières, et sans que cela prenne trop de temps ou coûte un argent fou, 1000 manières, je disais, d'encourager les systèmes vertueux, de lutter contre les lobbies, de bien acheter, de mieux cuisiner, ou de donner de bons réflexes à nos enfants. Et surtout, de bien comprendre que ce n'est pas avec toujours plus d'OGM, toujours plus de nitrates, toujours plus de phosphate, toujours plus de pétrole, toujours plus de pesticides, de machines, toujours plus grosses, toujours plus chères, que l'on nourrira de manière saine et pérenne les 9 milliards d'habitants que comptera cette planète en 2050. Non seulement les solutions existent, on les connaît, mais elles sont à portée de main, même s'il faudra du temps, beaucoup de temps, pour changer les logiques, changer les cultures, changer les modes de production et de consommation. Alors, revenons d'abord sur ce constat. Si je me doute bien que personne dans cette salle ne m'a attendu pour découvrir que notre 21e siècle est celui de la malbouffe, je pense en revanche qu'il est utile,
notamment à travers un petit quiz élaboré par la fondation Good Planet de Yann Arthurus Bertrand, dont je vous soumettrai quelques extraits, de bien comprendre concrètement la mesure des choses et la folie de notre système de production agricole. Depuis l'après-guerre et l'arrivée de la mécanisation, donc du tracteur, la nature a été tout simplement mise en coupe réglée pour qu'elle crache de la nourriture, donc de l'argent, non plus à son rythme et celui de ses propres régulations écologiques séculaires, mais au rythme que nous avons décidé, nous, celui que nous lui avons imposé, à savoir le rythme de l'homme moderne, de l'homme pressé. Comme Chaplin dans les temps modernes, la planète a été mise au service non plus de nos besoins naturels, mais des cours des matières premières pour produire toujours plus et à moindre coût. Une phrase philosophique du philosophe antique Épicure résume assez bien la situation. Grâce soit rendue, dit-il, à la bienheureuse nature qui a fait que les choses nécessaires sont faciles à se procurer, tandis que les choses difficiles à obtenir ne sont pas nécessaires. Ça a été longtemps ça, et ça a été vraiment une chance inouïe. C'est pour ça que l'homme est sur Terre. Parce qu'il y avait cette chance inouïe que la nature nous procure ce dont on avait besoin, plus ou moins. Il y a eu des famines, des drames, des systèmes politiques, des guerres, etc. Mais malgré tout, les choses étaient là. Et aujourd'hui, on est en train de pervertir la nature pour qu'elle nous donne plutôt ce qui n'est pas nécessaire. Et cette logique-là est mortifère, on le voit. Elle est créatrice de souffrance, d'emploi, d'absence d'emploi, de problèmes sanitaires, c'est d'inégalité bien sûr. Plutôt que d'obéir à cette évidence d'Épicure, on a donc préféré violer les lois de la nature au nom de la rentabilité immédiate. On a coupé les haies, on a chassé les animaux qui les habitaient, on a cassé les cycles saisonniers, on a redessiné les champs pour que s'il y ait toujours plus de tracteurs, voire les moissonneuses batteuses géantes. Avec les pesticides qui assurent de nouveaux rendements, on a détruit les insectes pollinisateurs et aujourd'hui on en est réduit, notamment aux États-Unis et en Chine, à polliniser les champs avec des drones. Ce qui est quand même, il fallait quand même arriver à inventer ce truc-là. Que l'homme ait été assez intelligent pour marcher sur la Lune ou obtenir de meilleurs rendements ne l'empêche pas aujourd'hui de marcher sur la tête. Il ne s'agit évidemment pas de tout rejeter de ces évolutions, d'en revenir à la faux et à la bougie, comme certains tentent de le faire croire, mais de mettre en place d'autres modes de développement, plus sains, plus sobres, plus pérennes, des modes de développement qui marchent si on les encourage. Après avoir transformé la nature en usine et en machine à cash, on a ensuite mis au rebut et interdit la plupart des variétés de plantes ancestrales, pas assez rentables, même si elles étaient souvent naturellement résistantes et bien adaptées à leur milieu. C'est d'ailleurs pour ça qu'elles étaient là depuis des siècles. Puis on a, je passe donc vite sur tout cela parce qu'on vous en parle tous les jours à la télé, créé les OGM et breveté le vivant. On a en grande partie privatisé les semences qui sont pourtant un héritage collectif de l'humanité, qui appartiennent à tous. Un peu comme si vous ou moi, on avait décidé de s'approprier les étoiles et puis qu'on dise, ben voilà, si vous regardez les étoiles, il va falloir me payer une redevance. C'est à peu près de cet ordre-là. Aujourd'hui, l'échange et le commerce des semences privées est étroitement contrôlé, surveillé, soumis à un catalogue restrictif promu par les lobbies et les gouvernements. Et là se joue une question démocratique majeure, parce que la plupart des gens dans ce pays ne sont absolument pas conscients de ça. Ils ne sont pas conscients de cet enjeu démocratique absolument majeur et capital. Et la subsistance de chacun dépend de ça. On a tellement couper le monde de la nature, du travail manuel de la terre, qu'aujourd'hui les enfants s'imaginent que les légumes, les fruits poussent dans les supermarchés, ou à peu près, et ces questions-là, plus personne ne s'en empare et plus personne ne le dit. Ce débat est un débat majeur et confisqué. C'est un débat qui a lieu notamment en Inde avec Vandana Shiva, je ne sais pas si vous voyez qui est cette femme, qui est une femme assez extraordinaire, qui a organisé tous les petits paysans d'Inde pour qu'ils puissent garder le contrôle, contrairement à ce qui se passe en France aujourd'hui, qu'ils puissent garder le contrôle de leurs semences, les échanger, les troquer, les réutiliser, et ne pas passer par les fourches codines des grands groupes semenciers. Donc voilà où on en est. Imaginez que vous plantez un champ de blé avec votre propre semence et que juste à côté est planté un champ OGM. Par le biais de la pollinisation, qui se fait inévitablement, on va retrouver
presque inévitablement aussi dans vos récoltes un pourcentage infime de la composition chimique du blé OGM à côté. Et dans ce cas-là, même 0,01% suffit pour vous faire condamner devant les tribunaux, c'est arrivé plein de fois, et vous obliger à verser une redevance aux détenteurs du brevet de cet OGM. Les OGM, il fallait quand même les inventer, car pour les grands semenciers comme Monsanto, elles ont tous les avantages. Elles permettent de breveter le vivant, et donc de le privatiser, si bien que tout agriculteur qui s'en sert est prié de verser, écoutez-moi bien, je n'invente rien, une cotisation volontaire obligatoire. Voilà. Oui, c'est le terme, pour pouvoir se servir des semences, de ces semences commerciales. Et cela chaque année, alors que dans un système normal, le paysan réutilise une partie de ses récoltes pour ressemer ensuite. Les OGM, c'est aussi absolument génial pour les promoteurs, de ces produits, car ça ne peut pas fonctionner sans pesticides. Et quel est le plus grand pesticide du monde? Le groupe Monsanto-Bayer, qui est aussi le plus gros producteur de semences et breveteur de semences. Celui qui a inventé les défoliants et le fameux agent orange qui a tué des dizaines de milliers de personnes durant la guerre du Vietnam. Officiellement, tout cela est créé bien sûr pour nourrir le monde. Mais en fait, seuls les paysans riches peuvent vraiment s'offrir ce type d'agriculture. Les autres n'ont qu'à s'endetter ou à soja, leurs lentilles, et les vendre aux pays riches. Et voilà comment les paysans des régions les plus pauvres du Brésil, notamment du Sertão, meurent de faim. Pour nourrir nos cochons, parce que nos cochons, eux, ils ont les moyens de se nourrir avec ce soja-là et de se l'offrir. On en est là. Alors venons aux pesticides et donc au petit quiz dont je vous parlais tout à l'heure. Et commençons par une série de 3 questions. Alors d'abord, savez-vous quel est le premier utilisateur de pesticides en Europe? Est-ce que c'est la France? Est-ce vrai ou est-ce faux? Alors, la France est le premier utilisateur de pesticides parce qu'elle est le premier producteur agricole européen. Donc il faut aussi tenir compte de la surface du pays, c'est pas non plus un hasard. Ramenée à l'utilisation de pesticides par hectare, la France se situe néanmoins dans la moyenne européenne. Elle s'est d'ailleurs engagée à réduire de moitié l'emploi de pesticides entre 2008 et 2018 dans le cadre du plan Ecophyto 2018. Voilà. Pardon? C'est assez mal parti. Est-ce que vous savez combien de pesticides notre pays utilise chaque année? Alors, est-ce que c'est 10 000 tonnes, 25 000 tonnes, 60 000 tonnes? 60 000. L'utilisation d'environ 60 000 tonnes de pesticides émet autant de gaz à effet de serre que de parcourir 2 millions de kilomètres en voiture. Certains procédés agricoles excluent fort heureusement l'utilisation de produits chimiques de synthèse. Et savez-vous enfin combien de traitements subit une pomme en moyenne? 35. Et une pomme bio? Ça dépend de quel traitement. 30. Il faut savoir que tous les traitements dits naturels, le zinc, voilà, etc., sont utilisés. Donc même une pomme bio, mais en revanche, ce sont des traitements naturels, pas chimiques. Ça dépend des pommes bio, moi. Non, mais jusqu'à... alors, je vous donne la... Ben, moi, j'ai des pommes dans mon jardin. C'est un traitement. Pardon? Pardon? Moi aussi, j'en ai beaucoup de pommes, mais elles sont par terre. En ce moment, elles tombent parce qu'elles sont toutes véreuses. Jamais traitées, j'en récolte une sur 50. Ben, j'en mange une sur 50. Oui, mais ça, c'est... Voilà, le principe, c'est de... Enfin, le principe, c'est effectivement, si vous voulez manger des pommes saines, c'est de récolter. Moi, je sais que sur mon pommier, où je ne fais strictement rien, si je mettais de la bouillie bordelaise, donc on est sur un truc qui n'est pas... j'en récolte en gros la moitié, mais une pomme véreuse, vous pouvez manger la moitié, et puis l'autre moitié, vous faites des compotes. Enfin, le principe de l'agriculture biologique, c'est ça aussi, c'est de dire, c'est d'accepter les rendements différents dans un premier temps. Il y a aussi un embryon de solution avec la biodynamie. Absolument. Tout à fait, absolument. Où on peut vraiment absolument optimiser les... Donner plus de force à l'arbre. Tout à fait, absolument. Voilà.
Alors là, la réponse, donc 35 les traitements, certains fruits. Alors il faut savoir aussi que les fruits et légumes sont le secteur qui est le plus exposé aux pesticides et de l'eau. Donc il faut croire que c'est génial les pesticides si on en utilise autant. Mais bon, il y a eu, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, il y a eu un rapport de l'ANSES en juin dernier, un rapport de la très prudente, très gouvernementale et très reconnue agence pour la sécurité sanitaire. Et c'est un rapport qui a expliqué que plus d'1 million de personnes, et principalement des agriculteurs, étaient exposés aux pesticides chaque année, qui disait qu'on ne pouvait pas prouver aujourd'hui qu'il y avait un lien entre toutes ces maladies qui sont de plus en plus importantes et récurrentes au fur et à mesure qu'on utilise de plus en plus de pesticides, ces maladies que sont les cancers, les Alzheimer, les Parkinson, toutes ces maladies qui sont en train de flamber. Et donc il disait on ne peut pas apporter une preuve tangible et solide. Et pourtant, il y a des doutes sérieux qui existent. Et donc, je cite, une forte suspicion existe sur leur dangerosité. Et donc, l'ANSES regrette surtout qu'aujourd'hui on ne puisse rien montrer ou prouver, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'études suffisantes pour arriver à prouver ça. C'est-à-dire que ces études, elles ne sont pas financées par les gouvernements et elles ne sont évidemment pas financées par les producteurs de graines et de semences qui n'ont aucune envie d'aller voir ça. Et donc quand ils financent des thèses, évidemment, ils ont le contrôle sur la thèse. Donc l'ANSES lançait quand même un cri d'alarme et on note qu'aujourd'hui on commence, il y a eu tout récemment un jugement qui vient d'être rendu, on commence dans les tribunaux à condamner des sociétés pour des maladies d'agriculteurs qui ont été trop longtemps exposés, que ce soit dans les silos ou sur le terrain, à des pesticides. Il y a eu là tout récemment 2 agriculteurs qui ont reçu plus de 100 000 euros d'indemnisation pour des maladies professionnelles qu'ils ont contractées. Ça a été en appel. Donc voilà, maintenant ça fait force de jurisprudence. Donc les choses sont quand même en train d'évoluer. Et finalement, ce que demande l'ANSES, c'est une espèce de principe de précaution. Il faut se rappeler qu'il y a 30 ans, quand les chercheurs ont commencé, tous réunis, les chercheurs du monde entier, en 1979, ont commencé à expliquer qu'il y avait un vrai problème de changement climatique et que, voilà, on a dit, mais rien n'est prouvé, attendons que ce soit prouvé pour agir. Mais si vous attendez que ce soit prouvé pour agir, c'est trop tard et vous ne pouvez plus rien faire. Et donc, on a attendu comme ça pendant 30 ans. Aujourd'hui, toujours rien n'est prouvé. Mais comme les peuples, les pays et les gouvernements ne sont pas non plus totalement suicidaires et que les évidences sont là, on commence à agir. On a enfin, au bout de 30 ans, réussi à avoir un accord à Paris, qui reste un accord médiocre et très timide, mais au moins les faits sont reconnus, même s'il y a encore des candidats à la présidence de la République pour expliquer que tout ça voilà. Il y a encore quelques climato-sceptiques. Voilà. Donc voilà, on voit bien que le principe de précaution donc, est vraiment important. Maintenant, c'est donc plus le principe de précaution qui doit s'appliquer, mais bien le principe de survie. Car les pesticides ne rendent pas seulement malades les hommes, mais aussi les terres qui les nourrissent, les nappes phréatiques qui les abreuvent. On sait comment ça se passe en Bretagne. Pour multiplier les récoltes, les rendements, non seulement on ne laisse pas la terre se reposer, non seulement on laboure en profondeur, détruisant au passage tous les micro-organismes qui la nourrissent, mais on remplace tout cela par des pesticides et des nitrates qui dégradent effectivement les terres et ravinent les sols. En Bretagne, plus de 30% des terres sont dégradées et polluent la nappe phréatique. Dans la région de Montpellier, où les sols ne parviennent plus à retenir ou absorber l'eau, on commence à connaître des inondations dramatiques et à répétition. L'actualité nous le montre régulièrement et on n'en est qu'au début et ça ne se passe pas que dans le sud de la France. Aujourd'hui, notre agriculture est clairement droguée au phosphate, comme
comme notre économie, est droguée au pétrole. Or, nous avons tellement puisé dans ces réserves que d'ici un demi-siècle, nous devrons nous passer de ces ressources. La transition paysanne, comme la transition énergétique, ne se fera pas en un jour. Elle réclame des décennies, des changements de culture et d'agriculture. C'est donc maintenant, et pas dans 20 ans, qu'il faut agir. On est sur la même problématique que la question du réchauffement climatique. Dégrader les terres fertiles est une chose, les détruire ou les bétonner, chaque jour un petit peu plus, en est une autre. Et il est criminel, là aussi on peut dire qu'il est criminel, de bétonner les ceintures maraîchères des villes quand nous aurons besoin de plus en plus de ces terres-là pour nourrir en circuit court et en bio les 9 milliards d'habitants de la planète. Revenons à nos quiz. Est-ce que vous savez quelle superficie de terres agricoles disparaissent tous les 10 ans en France? Un département. Voilà, l'équivalent du département du Finistère, chaque année. C'est énorme, c'est absolument terrible, alors qu'on a de plus en plus de gens à nourrir. Entre 40 000 et 90 000 hectares de terres agricoles sont artificialisés chaque année depuis le début du XXIe siècle, notamment en raison de l'expansion des villes et des infrastructures de transport. Voilà. Est-ce que vous savez aussi, j'ai l'air très savant, mais je lis mes fiches, est-ce que vous savez quelle est la proportion de surface agricole, quelle est la proportion de surface agricole utile en France cultivée en bio? Est-ce que c'est 4%, 8%, 12%? 4. Voilà. On en est à 4. Donc, Et on est en progrès. Et on est en énorme progrès. Par contre, il y a 20% d'installation, il y a eu 20% d'installation bio en 2014 et en 2015. Tout à fait, on est dans une courbe exponentielle. Aujourd'hui, la faillite de notre système agricole est patente et elle saute aux yeux. Il faudrait être sourd, muet et aveugle pour continuer de défendre un système qui empoisonne les hommes, qui empoisonne la planète, qui oblige les petits exploitants agricoles à produire à perte et en surproduction des produits le plus souvent nocifs pour la santé. On voit ce qui se passe avec le porc en Bretagne, avec le lait en Bretagne et dans très nombreuses autres régions de France. Un système qui oblige une tomate de mauvaise qualité à faire souvent 5000 km en avion avant d'atterrir dans nos assiettes est forcément condamné à plus ou moins long terme. Un système qui amène à traiter les animaux de manière indigne, qui nous incite à jeter un tiers de notre nourriture, est forcément condamné à plus ou moins long terme. Un système qui permet, lorsque l'on pêche la crevette, de ratisser si large que 90% des animaux ramassés avec ces crevettes sont rejetés morts ou agonisants. Un système qui autorise la pêche en eau profonde, qui permet d'exterminer des espèces rares ou de tuer des requins pour simplement prélever leur aileron, puis de rejeter leur corps à la mer, est forcément condamné à plus ou moins long terme. Toute la question maintenant, c'est de savoir si nous saurons venir à bout de ce système avant qu'il vienne à bout de nous et qu'il nous tue. La réponse à cette question, et c'est la bonne nouvelle, je le disais tout à l'heure, elle est entre nos mains, à nous, citoyens, les humains, les consommateurs, les électeurs. Car sans notre consentement, je dis bien sans notre consentement, tout ce système s'écroule. Nous avons aussi en main toutes les solutions pour le remplacer par des cycles vertueux, même si nous savons aussi que cela prendra du temps, que ça prendra beaucoup de temps. Les solutions, nous les connaissons, nous allons les passer en revue maintenant, et à chacun d'entre nous ensuite, à vous, à moi, de les mettre en œuvre. Car une chose en tout cas est sûre, jamais nos responsables politiques, nos élus, sauf monsieur le maire de Rimac, ne bougeront si nous ne les poussons pas à bouger, à changer. Et heureusement, aujourd'hui, c'est bel et bien la société civile qui, à travers des milliers et des millions de petites révolutions tranquilles du quotidien, fait bouger les choses. Donc à nous de décider ce que nous voulons pour nous et ce que nous voulons pour nos enfants. Si beaucoup de Français, et pas seulement les Français, pensent que voter ne sert à rien et que tous les hommes politiques sont pourris ou se ressemblent, pardon monsieur le maire, ce qui est loin d'être vrai d'ailleurs, parce qu'il y a un nombre d'élus absolument extraordinaire, on en voit partout. L'action citoyenne, d'ailleurs il va y avoir un livre que je vous recommande qui va être publié chez Actes Sud là, au printemps et qui va recenser, faire des portraits de tous ces élus qui
qui font des choses formidables, comme le maire de Marciac, comme le maire de Mours-Sartou. Enfin, on voit bien que les élus locaux bougent et changent les choses. On voit que ça soit à droite ou à gauche, à Lyon, à Bordeaux, à Lille, on voit bien que les choses bougent et changent petit à petit. Et Grenoble, bien sûr. Voilà. Donc, le mot tous élus, tous pourris, ça ne peut pas marcher. Il faut arrêter de chercher les boucs émissaires et de se dire que c'est toujours la faute des autres. Donc, tout ce mouvement est en marche, et il faut le soutenir et l'accompagner. Ça, c'est déjà un premier pas vers la solution. Parce que la prise de conscience est là, et que peu à peu les mentalités évoluent. On voit bien que les choses vont aussi dans le bon sens. L'usage des sacs plastiques, maintenant, est désormais interdit, même si les commerçants continuent à les utiliser, mais à nous de refuser les sacs plastiques si on le veut. Celui des pesticides en ville sera interdit d'ici 2020. Une ville de droite est censée être très bourgeoise et très comme Versailles. Ça fait 10 ans que son maire a imposé du zéro phyto dans sa ville. Voilà. Donc partout, les initiatives sont là. La surpêche commence à être de moins en moins admise et la protection du thon rouge commence même à produire ses effets. Les poissonniers disent même qu'on est en train de reconstituer les stocks. Donc les stocks, ça veut dire qu'on va repuiser le temps. Mais bon. Dans les médias aussi, le fameux documentaire de Jonathan Nociter, Mondovino, en 2004, a été vraiment un électrochoc. Il a montré comment on produisait réellement les vins. Tout le monde nous expliquait qu'on buvait le produit de la terre, le sang de la terre, etc. On s'est rendu compte comment il était produit, dans quelles conditions et avec quels produits. Il y a eu l'an dernier également un documentaire choc sur France 2 sur le sujet à Bordeaux. Et aujourd'hui, on voit bien que les gens n'admettent plus ça. Et la preuve, c'est que aujourd'hui, si vous voulez vendre du vin dans un monde très concurrentiel, le bio et la biodynamie, même si c'est toujours plus cher et plus complexe à produire, ont des débouchés et trouvent des débouchés. Aujourd'hui, avec ces histoires de pesticides à Bordeaux, où on sait que les viticulteurs s'intoxiquent, où on intoxique aussi ceux qui boivent ce vin-là, les Chinois commencent à déserter. C'est-à-dire qu'être vertueux, à la limite, ça vaut le coup, même pas par morale, pour ceux qui ne veulent pas y croire, c'est rentable économiquement. Aujourd'hui, on ne peut plus tricher sans que ça se voit et sans perdre de l'argent. Ça aussi, c'est la bonne nouvelle. C'est que les choses sont en train de changer. Volkswagen a perdu les ventes, a perdu son cours en bourse. Quand on ment, quand on triche, maintenant ça se sait. Et donc, la vertu devient presque obligatoire. Et le greenwashing consiste à toujours expliquer partout sur les pubs qu'on est plus vert, plus propre, quand on ment, on le paye. Et ça, c'est plutôt des bonnes nouvelles aussi. Et plus, effectivement, seront boycottées des marques qui trichent, plus seront encouragés ceux qui font du bon travail, évidemment, plus ça changera. Donc ça dépend de nous. Ça dépend de nous, citoyens, en tant que citoyens et en tant que consommateurs. La COP21 a aussi montré à la face du monde que l'agriculture conventionnelle et la déforestation détruisent les terres, accélèrent le réchauffement climatique et menacent le bien-être de milliards d'êtres humains. Des lanceurs d'alerte comme Nicolas Hulot, comme Pierre Rabhi, ne connaissent pas par hasard, là aussi c'est une bonne nouvelle, une vraie popularité. Parce que derrière, le discours qu'ils tiennent parle à beaucoup de gens. Et ils ne parlent plus seulement à ceux qui sont déjà convaincus, mais à d'autres. Leur audience est large. Et donc ça, c'est un film comme Demain, le film de Cyril Dion et de Mélanie Laurent, qui lui aussi a connu un succès exceptionnel, montre qu'il y a une audience que les gens ne demandent qu'à être informés, qu'à savoir, qu'à voir. Et aujourd'hui, on est de moins en moins dans le discours catastrophiste, parce que je crois que le constat il est acquis. Aujourd'hui, on est vraiment dans les solutions. Et je crois que ça aussi, ça commence à savoir que les alternatives existent. Pendant longtemps, on s'est dit, évidemment, on fait mal, mais on ne sait pas faire autrement, et comment voulez-vous changer les choses? Et voilà. Aujourd'hui, les idées et les esprits commencent à changer. Et je crois que les gens se disent qu'on peut changer, et que non seulement on peut changer, mais qu'il faut changer. Et qu'on n'a pas le choix. Donc il y a toutes ces initiatives, ces pétitions, ces actions citoyennes sur change.org, etc. Les outils modernes que sont Internet, etc., peuvent véhiculer du terrorisme, mais ils peuvent véhiculer aussi de la citoyenneté, des bonnes valeurs.
et faire avancer les choses, faire avancer les projets. Avec les tutoriels, aujourd'hui, il y a des tas de gens qui se mettent à la permaculture, qui se mettent à faire des tas de choses. L'économie collaborative a eu beaucoup de défauts et beaucoup d'effets pervers, mais elle a aussi beaucoup d'avantages si on essaye de se servir correctement de ces outils. Donc bien sûr, le plus dur reste à faire, mais en même temps, le plus dur est fait puisque la prise de conscience est là. Alors, où et comment agir pour enfin amplifier ce mouvement et obliger nos élus à tenir tête au lobby? C'est ce qu'on va voir maintenant. Alors, j'ai recensé un certain nombre de leviers, il y en a plein d'autres, hein, on en parlera après si vous voulez. Donc pour moi, le premier levier, comme je le disais, c'est l'action citoyenne. Pour sensibiliser autour de nous tous ceux qui connaissent peu ou pas ces thématiques. Beaucoup d'entre nous y sont sensibles, dans le simple fait que vous soyez là prouve que vous êtes sensible à ces questions-là, mais des tas de gens sont toujours pas informés, ne savent toujours pas. Donc on en revient à cette question de culture et d'éducation. Et comme je le disais tout à l'heure, ce sont en général les plus exposés, les plus fragiles, les moins éduqués, les plus pauvres, qui sont le plus exposés à la malbouffe. Donc, à nous de pousser nos élus dans les conseils municipaux, à travers les élections et les associations, à affronter ces lobbies. Il faut par exemple exiger que l'agroécologie soit sérieusement enseignée dans les lycées agricoles et dans les grandes écoles d'agronomie. J'en ai parlé récemment avec Marc Dufumier, qui est un très grand agronome qui a parcouru le monde et qui connaît extrêmement bien ces questions, qui est prof à Agro Paris Tech. Et il me disait que c'est vrai que c'était scandaleux que l'enseignement de l'agroécologie soit si peu enseigné. Aujourd'hui, si vous travaillez dans un parc naturel régional ou si vous travaillez justement, puisqu'on est sur ce territoire, si vous travaillez pour convertir au bio des agriculteurs, si vous êtes ingénieur agronome et vous faites ce choix-là, non seulement c'est trop difficile de trouver un emploi, mais vous êtes payé à peine plus que le SMIC. En revanche, si vous faites le choix en sortant d'une grande école d'agronomie, ou même d'une moins grande, d'aller miser sur les cours du sucre, là, effectivement, vous allez gagner 5 ou 6 000 euros par mois à 25 ans. Si vous allez faire de la commercialisation chez Monsanto, là, vous allez gagner 5 ou 6 000 euros par mois à 25 ans. Donc effectivement, c'est des choix complexes, ces choses-là ne sont pas normales. Et donc ça, il faut vraiment travailler là-dessus, c'est extrêmement important. Il faut aussi pouvoir aider chaque agriculteur qui le souhaite. Encore une fois, même s'il n'est pas forcément convaincu, mais parce que tout simplement, il n'arrive pas à écouler ses surplus de lait, parce qu'il n'arrive pas à écouler ses surplus de viande, parce que sa viande est d'une qualité telle qu'il est dépendant des supermarchés, il faut aider ces gens-là à faire de la qualité. Aujourd'hui, vous avez partout en France, en Corse, ailleurs, des gens, des éleveurs qui font des produits d'une excellente qualité et qui ne produisent pas assez. Et tout le monde en manque de la charcuterie corse de qualité. On n'arrive pas à les écouler en amont. Et après, on va chercher de la charcuterie industrielle. C'est pas normal que des produits, qu'on ne forme pas les gens pour produire de la qualité, de la nourriture de qualité qui est rentable économiquement. On doit exiger aussi de nos maires des jardins partagés. Alors ici, beaucoup de gens, j'imagine, ont leur jardin et la nature est très proche, mais en région parisienne ou dans les pourtours des villes, c'est quand même des enjeux très importants pour que dans les jardins partagés, dans les villes, dans les écoles, dans les maisons de retraite, il y ait des ceintures maraîchères. Il faut donc évoquer ces problématiques autour de soi, s'approprier ce quiz-là qui est vraiment intéressant, qu'on trouve sur le site de Good Planet. Ça s'appelle « La solution est dans l'assiette ». Et puis il faut réfléchir à des politiques alternatives, comme par exemple le revenu de base. Le revenu de base, on est en train d'en parler pas mal. Je publie un livre en janvier sur cette thématique chez Actes Sud, avec ma fille Clémentine. Et en fait, le revenu de base, c'est qui est ingénieur agronome. En fait, le revenu de base, ça consiste à donner au moins 500 € de manière automatique et inconditionnelle à toute personne de sa naissance à sa mort. Ça peut paraître utopique ou fou comme ça, mais dans les faits, on se rend compte que dans une société où il y a une automatisation de plus en plus importante, où la prospérité a été basée sur la croissance et sur le plein emploi,
Aujourd'hui, les conditions sont plus réunies. Aujourd'hui, on vit sur des déficits et sur de l'emprunt, et on ne va pas pouvoir assurer comme ça pendant longtemps notre protection sociale. Ça veut dire qu'on ne peut pas laisser les gens comme ça en déshérence. Et donc c'est pour ça que tous les politiques de droite comme de gauche sont en train de réfléchir à ces questions-là, que ce soit les libéraux, les sociodémocrates, les libertariens, partout des expériences ont lieu dans le monde. Ce débat s'est invité dans la campagne électorale, et c'est un bon débat parce que tous les responsables politiques, les économistes, les intellectuels et évidemment les citoyens commencent à se rendre compte que notre système de protection sociale est à bout de souffle et qu'il ne va pas pouvoir continuer comme ça. Donc ça veut dire on voit bien qu'on va vers de moins en moins d'emplois, qu'il va bien falloir payer des retraites aux gens, qu'on ne va pas pouvoir laisser plus de sans-abri dans la rue. Aujourd'hui, il ne faut pas oublier qu'il y a 6 millions de chômeurs en France et 8,5 millions de sans-abri, dans le 6e pays le plus riche du monde. Donc ça veut dire que les catholiques, enfin vraiment de partout, cette idée est en train de surgir. C'est une idée qui a plus de 4 siècles et qui mérite d'être étudiée. Personne ne sait si c'est la bonne réponse, parce que là encore, personne ne l'a vraiment expérimenté à grande échelle. Mais on sait que c'est une des pistes qui permet de poser les bonnes questions sur notre société. Quel type de travail on veut, vers quel type de société on veut aller, qu'est-ce qu'on veut faire de notre temps, comment traiter, pourquoi est-ce que le travail d'une personne, d'une mère de famille ou d'un étudiant est considéré comme n'existant pas, donc ne méritant pas d'être rémunéré, alors que le patron du laboratoire Servier, lui, a la Légion d'honneur, parce qu'il a créé des emplois, sauf qu'il a tué des centaines de gens. Alors finalement, il a fait de la croissance. Il a fait de la croissance, il a créé des emplois, mais lesquels? Donc, toutes ces questions-là sont posées par le revenu de base, ce sont les grandes questions de notre société. C'est pour ça que ce sujet commence à monter et va monter de plus en plus. Et pour en revenir à la question agricole, évidemment, le revenu de base, c'est vrai pour les artistes, c'est vrai pour les tas de professions, mais c'est vrai beaucoup pour les agriculteurs. Aujourd'hui, on est en train de créer une agriculture où les agriculteurs sont totalement subventionnés. Il y a 9 milliards de subventions qui sont balancées chaque année pour les obliger à faire des productions dont on n'a pas besoin, du lait qu'on jette, voilà, et des produits qui ne sont pas... Donc ils vivent sous perfusion. C'est absolument scandaleux, parce que ça oblige ces gens à faire mal leur métier, à travailler comme des fous, pour rien. Et c'est indigne pour eux, c'est nier leur travail, leur responsabilité humaine. Cet argent, pourquoi est-ce qu'on ne l'utiliserait pas à les payer pour faire une autre agriculture, à les aider à se convertir? Tant qu'à les payer, autant le faire comme ça. Et pour que les gens fassent enfin des travaux utiles et pas des bullshit jobs ou des boulots qui ne servent à rien. Donc, c'est une piste de réflexion, il faut vraiment la creuser, il faut vraiment s'interroger là-dessus. Il faut bien comprendre que toutes ces questions sont extrêmement complexes, que ce soit la question du travail, du revenu de base, de l'agriculture, de l'avenir de l'agriculture, des sciences, des OGM, du transhumanisme. Les grands défis aujourd'hui, on est en train de nous confisquer les débats démocratiques, les grands débats démocratiques. On nous explique que c'est trop compliqué, que c'est des trucs experts, on essaie de régler ça en 3 minutes sur BFM, avec un pour, un contre, bim, 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 l'affaire est pliée. Et là, pour comprendre ce qui se passe, pour aller voter de façon claire en citoyen, pour savoir maîtriser ces enjeux, on ne peut pas laisser ça à des experts, à des lobbies, on ne peut pas laisser ça à des politiques qui n'ont pas travaillé ces questions, ou qui ont eu la flemme de les travailler et dont le seul but est de se faire réélire. Ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, on doit s'en réemparer de ces questions-là. Un revenu de base, c'est aussi quelque chose qui permet à chacun de faire des choix de vie, d'avoir le travail choisi et non subi, et de pouvoir se réapproprier ces questions démocratiques majeures. Les pistes pour le financer sont énormes. Voilà, donc moi, je pense qu'au-delà de ces questions agricoles, et de nourriture, il est important de se réemparer de ces débats et d'essayer de comprendre cet enjeu. C'est vraiment important. Deuxième axe, apprendre à produire autrement. Donc on est dans l'agroécologie et la permaculture.
Donc récemment découverte, redécouverte, puisque l'agriculture elle est née dans Paris, la permaculture elle est née dans Paris au 19e siècle, quand il y a eu l'expansion haussmannienne, et puis il y avait de moins en moins de surface, il fallait nourrir les Parisiens, et donc les maraîchers parisiens qui ont été imités ensuite dans le monde entier, ont fait sur de toutes petites surfaces des rendements énormes, en travaillant le sol régulièrement, en renourrissant le sol, notamment avec tout le fumier qu'ils avaient à disposition, parce qu'à l'époque c'était des chevaux. Ils ont créé des techniques de cloche, de serre, etc., qui ont fait qu'ils obtenaient des rendements assez extraordinaires toute l'année. C'était un énorme travail, ils travaillaient 18 heures par jour, ils étaient extrêmement organisés et professionnels, et ils arrivaient à pondre des salades, à sortir des salades en hiver, et la permaculture, le principe de la permaculture, c'est d'arriver à obtenir des grands rendements de manière naturelle sur des toutes petites surfaces. Aujourd'hui, vous avez... donc ça a été un peu oublié parce qu'il y a eu les deux guerres, et puis ensuite, il y a eu l'avènement du tracteur, de l'agriculture industrielle. Aujourd'hui, maintenant qu'on voit ces problèmes-là, on est en train de se réapproprier ces techniques ancestrales qui, à l'époque, ont été vraiment une référence dans le monde entier. La preuve, c'est que les Australiens, ce sont les Australiens dans les années 70, Bill Morrison et l'autre, j'ai oublié son nom, qui se sont réappropriés ces cultures, cette manière de cultiver pour les réessayer ça. Et plus récemment en France, il y a 10 ans, dans Normandie, à la ferme du Bec-et-Loing, Charles et Perrine Hervé-Gruyé, deux citadins qui ne connaissaient rien à l'agriculture, se sont lancés dans la permaculture et ont monté une ferme qui aujourd'hui est une référence, qui est visitée partout. Une ferme pédagogique. Aujourd'hui, ils ont des stagiaires, ils ne savent plus comment former les gens, tellement ils ont de monde et de demande. Et donc, ils ont montré que non seulement la permaculture pouvait marcher, mais ils ont montré aussi que c'était une autre manière d'envisager la vie. Ce qui est intéressant, et l'agriculture, ce qui est intéressant avec la permaculture, c'est déjà qu'on respecte les cycles de la vie et on respecte les humains. On cultive aussi ce qui se faisait traditionnellement, ancestralement, mais qui a été complètement abandonné avec la mécanisation. On cultive en hauteur, on fait de l'agroforesterie. Donc ça veut dire qu'on cultive en étage, ce qui se fait évidemment beaucoup au Pérou, dans tous les pays, beaucoup en Asie aussi, en Amérique du Sud, etc. Donc effectivement, c'est une petite révolution, c'est une révolution agricole, c'est une révolution culturelle, parce que Charles et Perrine et tous les nouveaux permaculteurs aujourd'hui ont donné une nouvelle dimension, une dimension humaine, respectueuse de l'homme, des pratiques et de la nature, à cette démarche. Et donc, quand on parle de nourriture au pluriel, de culture et d'agriculture, avec la permaculture, on est en plein dedans. Et c'est pour ça que la permaculture a de plus en plus de succès et sème dans le monde entier. Maxime de Rostolan et Louis-Albert de Breuil, je ne sais pas si vous voyez qui est Louis-Albert de Breuil, qu'on appelle le prince jardinier, qui est un type assez étonnant, qui a créé un conservatoire de la tomate en Touraine, avec 650 variétés anciennes qu'il a récupérées, sauvegardées, mis en avant. Il a consacré une partie de ses terres à des essais de permaculture qu'il a confié à un type qui est assez formidable, qui s'appelle Maxime de Rostolan, et qui est un jeune gars, un HEC converti à l'agriculture et à la permaculture, qui a fait qui a étudié la permaculture à la ferme du Bec-et-Loing. Et donc, sur 4 hectares, ils sont en train de faire des tests extrêmement scientifiques avec l'INRA, etc., pour mesurer la rentabilité d'une ferme en permaculture, c'est-à-dire vraiment tout calculer, tout mettre à plat, les rendements, les chiffres, les coûts, etc., plus les aléas, c'est sur 4 ou 5 ans pour pouvoir mesurer les aléas d'une année à l'autre, bien entendu. Et aujourd'hui, ils sont en passe, c'est pas encore fait, parce qu'il faut encore attendre une année, mais ils sont en passe de prouver qu'effectivement, on peut, avec la permaculture, alors j'ai plus les chiffres en tête, mais allez voir sur le site Ferme d'Avenir, qui est un site absolument passionnant,
c'est vraiment génial, on y apprend vraiment beaucoup de choses. Et allez voir sur le site de la ferme du Bec-et-Loing si ça vous intéresse. Ça s'appelle Ferme du Bec-et-Loing, je crois. Oui. Allez voir sur le site de Ferme Avenir, c'est absolument étonnant parce que on voit bien qu'on peut créer, avec de toutes petites surfaces, ce qui est nouveau, des emplois pérennes et locaux en se nourrissant bien et en vivant correctement. Et ça, évidemment, ça change tout. On en parlait tout à l'heure avec monsieur le maire. Aujourd'hui, peu de gens ont envie de revenir à la terre ou de venir ou de revenir à la terre. Et évidemment, il n'est pas question de dire aux gens vous retournez à la terre et c'est comme ça parce qu'il n'y a pas d'emploi. En revanche, on a bien vu que la tendance globale, si vous prenez dans les pays qui ont connu des crises lourdes, comme la Grèce, comme l'Espagne, dans des villes comme Détroit, qui est un peu une ville laboratoire de l'après-crise, on a bien vu que tous ces jeunes qui étaient au chômage, qui n'avaient pas un rond, pas une ressource, qui étaient encore chez leurs parents à 30 ans, et où il n'y avait absolument aucun emploi, malgré leur qualification, il n'y avait pas 50 solutions, et beaucoup sont retournés à la terre et ont fait des expérimentations. Beaucoup et fournissent du local. Il faut se battre pour que les gamins aient dans leurs écoles un bout de terre pour qu'ils puissent gratter la terre. Tout ça, c'est fondamental, c'est la base de l'éducation, c'est la base de tout. Aujourd'hui, des tas de maires de droite, à Saint-Étienne, ils ont fait une cantine absolument extraordinaire. Le seul problème, c'est ce qu'on disait avec monsieur le maire, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas fournir assez de bio pour nourrir une cantine scolaire. Ce qui est fou, parce que ça veut dire qu'il y aurait un débouché, on pourrait vendre, au lieu de fabriquer des surplus de malbouffe, on pourrait vendre, voilà. Mais ça veut dire qu'il faut former des gens, il faut amener des terres, voilà. Donc la demande, elle est là, hein. Donc c'est ça qui est rassurant. Le quatrième axe, il consiste à lutter contre le gaspillage alimentaire et la multiplication des déchets ménagers, qui représentent chaque année en France l'équivalent du poids de 3500 tours Eiffel, soit 485 kg par personne et par an. C'est un chiffre qui a doublé en 40 ans, il faut bien en prendre conscience. Hein. Donc c'est énorme. Donc si on reprend notre chiffre, on accuse souvent les supermarchés de gaspiller, mais savez-vous quel pourcentage de ce gaspillage est imputable aux ménages? Donc du gaspillage alimentaire. 40%. Le gaspillage alimentaire s'élève à environ 20 kg par personne et par an, dont le tiers est constitué d'aliments encore emballés. Donc ça veut dire que ce gaspillage-là, c'est nous, c'est vous, c'est moi. Savez-vous quel est le poids de déchets alimentaires jetés chaque année par un Français? 80 kg. Savez-vous combien d'économies on peut réaliser en achetant des produits en vrac? 45%. Ça coûte 45% moins cher. Savez-vous quelle est la superficie du tourbillon de déchets plastiques qui flotte dans le seul océan Pacifique? Combien de fois la France? 6 fois la France. Mais on en a parlé. 6 fois la France. 6 fois la France de saloperie, rien que dans l'océan Pacifique. La solution est donc d'abord dans nos assiettes, dans nos cuisines, dans nos poubelles et dans notre bonne volonté. Là encore, la prise de conscience est là. Le phénomène des disco-soupes est là pour le montrer, où là, pareil, on sensibilise les gens en utilisant des produits qui sont prêts à être jetés, des fruits, des légumes, pour en faire de la nourriture que tout le monde peut manger, de la nourriture très bonne, et faire la fête autour de ça, parce que l'éducation, si elle a lieu, elle sera festive. Ça ne sera pas autrement. Un discours punitif et catastrophiste ne sert à rien, on sait que ça ne marche pas. En revanche, si on montre que c'est plus vertueux, qu'on se porte mieux et qu'on est plus heureux en faisant mieux, ben évidemment, et ça marche, et qu'on montre que ça marche, ben évidemment, les gens vont suivre. Voilà. Aujourd'hui, par exemple, la ville de San Francisco recycle 80% de ses déchets. Et elle sera à 100% d'ici 2020. Ce qui veut dire, là encore, qu'on sait faire. Il suffit de vouloir, il suffit de décider. Et à San Francisco, c'est parce que toute la population s'y est. Moi, j'ai fait un reportage là-bas, je suis allé, c'est inouï. Ils sont tous, il y a une fille qui s'appelle Bea Johnson, qui est complètement folle, et qui l'ensemble de ces elle, c'est une ayatollah, si j'ose dire, elle est un peu tarée, mais le résultat, c'est déchets, là, à l'en croire. Hein. C'est un demi-bocal de trucs qu'elle peut pas recycler, elle a tout recyclé, les trucs de ses glisons, etc. Aujourd'hui, mais l'avantage, ce qu'elle explique, c'est qu'à San Francisco, tout est fait pour que vous puissiez recycler. Tout est automatisé, tout est
organisé, chacun y croit, parce que tout le monde gagne de l'argent et il gagne un bien-être. Donc, c'est un truc. Et aujourd'hui, sur le bon système américain, entre guillemets, c'est vrai que si vous ne triez pas vos déchets à San Francisco, si vous vous comportez mal, vous êtes hyper mal vu, voire dénoncé. Donc, ça encourage aussi, quoi. Alors bon, c'est un système à l'américaine. Toujours est-il que quand on veut les prouver, et donc ça prouve que c'est pas à l'échelle des gouvernements, des grandes intentions, des machins, etc., mais bien à l'échelle des villes, des citoyens, des gens, qu'on peut changer les choses à notre échelle. Donc ça veut dire que, encore une fois, bien sûr, il y a des systèmes pervers dont on n'est pas responsable, mais on peut prendre les choses en main et on peut les changer. Consommer, le 5e axe, c'est de consommer autrement, en privilégiant le bio, bien sûr, les produits de saison et les productions locales. Alors là aussi, alors si, oui, ce qu'il faut savoir, c'est que 27% de l'empreinte carbone des Français résulte de leur alimentation, soit plus que les transports et le logement. Ce qui prouve que là aussi, la solution, elle est dans l'assiette. Au moment de la COP21, les gens disaient, ben oui, vous êtes bien gentils, sauvez le climat, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Moi, je ne vais pas souffler sur le soleil, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Ben déjà, on peut agir sur le climat avec notre alimentation. En changeant nos comportements, on agit sur les 27% de l'empreinte carbone qui est la nôtre en matière d'alimentation. Donc oui, on peut prendre les choses en main et on peut faire quelque chose avec les AMAP. On n'a pas parlé des AMAP, mais ça aussi c'est une manière dans les villes. On peut avoir un producteur à 150 km et qui vient et qu'on soutient. Et voilà. Alors manger bio, évidemment, vous allez me dire, ça coûte cher. C'est vrai que ça coûte cher et on nous explique que c'est réservé aux bobos qui en ont les moyens. Pourtant, l'affaire est un peu plus compliquée que ça. Elle est plus compliquée déjà parce que si on calcule le coût des subventions à l'agriculture conventionnelle et si on calcule l'absence d'aide au bio, si vous prenez en compte les externalités que sont les maladies, le coût des pesticides, le coût des machines, etc., on se rend compte, et ça a été prouvé 1000 fois, que le bio, s'il est traité à niveau égal par rapport au conventionnel, n'est pas plus cher. Donc ensuite, il est plus cher tout simplement parce qu'il est rare. Mais à partir du moment où vous convertissez un pays au bio, évidemment, les produits seront beaucoup moins chers et ça sera beaucoup plus... Et le bio est plus cher en supermarché que quand vous l'achetez en circuit court. Oui, si vous l'achetez directement au producteur bio, il n'est pas plus cher. Alors, ce discours, j'ai du mal à l'entendre parce exactement. Oui, sauf moi, je mange quasiment qu'en bio, j'ai des petits revenus et j'y arrive. Donc, la différence, c'est que vous habitez à l'EMAC. Si vous habitez à Paris, que vous allez à Biocop ou Bio-Saison, je peux vous dire que c'est ça. J'ai habité Paris jusqu'il y a 3 ans et j'ai mangé en bio. Et alors, avec les AMAP. Oui, voilà. Après, il y a une réflexion, il y a... C'est plus compliqué. Non, parce qu'en même temps, l'autre manière de manger bio pour pas cher, c'est d'apprendre à cuisiner autrement et notamment réduire la viande. C'est plus compliqué parce qu'il faut s'organiser autrement. Voilà. Nous, on connaît bien l'exemple de Chatou, où il y a tellement de consommateurs en bio que c'est pas plus cher qu'au supermarché. Hein. Bien sûr. Et puis si vous réduisez, alors l'autre grand enjeu, évidemment, l'axe suivant, c'est de réduire la viande. C'est-à-dire si vous réduisez la viande, ça veut dire que si vous pensez autrement, si vous vous dites, voyons, je vais faire mon repas, je vais faire un légume, et puis autour, je vais rajouter un peu de viande. Évidemment, ça fait que votre plat ne coûtera pas plus cher. Aujourd'hui, les 3 grands cuisiniers notamment, mais tous les grands cuisiniers, notamment les jeunes cuisiniers, sont en train de montrer l'exemple. Un type comme Alain Passard dans les années 2000 a complètement changé et son grand resto 3 étoiles, l'Arpège, il l'a mis carrément uniquement aux légumes. Je ne parle pas de, comment il s'appelle, il y avait Vera aussi, et puis il y a Michel Bras de Braque. Et ces gens-là, on leur avait prédit la ruine. Et puis on a vu que ça marchait, que avec leur restaurant, Passard, tout le monde pensait que c'était foutu. Et au contraire, il montrait la voie. Ducasse a converti le Plaza Athénée à la réduction de viande, plus de thon rouge, etc. Et Olivier Rollinger de Cancale a pris en main les relais châteaux. Il est en train de convertir au bio, aux légumes, à la réduction de la viande, etc. Tout le réseau des relais châteaux. Tous les jeunes chefs aujourd'hui sont dans cette mouvance-là. Et donc,
on voit bien qu'il ne s'agit pas évidemment que tout le monde se convertisse au volontarisme, mais on se rend compte que réduire la viande, c'est meilleur pour notre portefeuille, meilleur pour notre santé et meilleur pour la planète. Parce qu'il faut savoir aussi que, vous savez combien pour produire 1 kg de viande, combien 1 kg de bœuf, combien il faut de litres d'eau? Il faut 10 000 litres. 15 000. C'est ça? 15 000. Et aujourd'hui, le plus gros contributeur de gaz à effet de serre dans l'agriculture, c'est l'élevage. Donc, il faut bien comprendre que continuer à manger de la viande comme ça, alors que dans le monde entier, on en mange de plus en plus, c'est tout simplement impossible. Et qu'il va bien falloir la réduire d'une manière ou d'une autre, sinon on se prépare à une catastrophe sanitaire majeure. Donc, voilà. Donc, la question du bio, elle tient aussi à ça, c'est-à-dire dans les équilibres différents, dans des manières de cuisiner différentes. Comment il s'appelle, Ducasse, à sortir du bouquin récemment. Ducasse, alors effectivement, on nous dira au Plaza Séné, c'est 1 000 € le repas, mais Ducasse a fait un bouquin de recettes haut de gamme où vous pouvez faire de la très haute et très grande cuisine gastronomique avec des choux, avec des lentilles, voilà, et puis un peu de viande. Et dans les cantines bio des gamins, les écoles primaires par exemple, il y a un bouquin qui a été écrit là-dessus, je ne me rappelle plus, qui est déjà sorti il y a un petit bout de temps, et ils expliquent que ça ne revient pas plus cher de faire une cantine en 100% bio. Bien sûr, bien sûr. C'est le même prix, parce que justement, on baisse la viande, on n'achète plus de cordon bleu, on n'achète plus de... alors du coup, on cuisine sur place. De toute façon, il y a un retour aux légumeries, Une grande partie de la viande, d'ailleurs, de toute façon, dans les cantines, est foutue sur l'air. Et par ailleurs, la question du retour du menu sans viande proposé, ça règle le problème des cantines halal, machin, etc. C'est-à-dire ça permet de contourner ces questions pourries qui sont récupérées politiquement d'un bord ou d'un autre. C'est si simple de dire, si quelqu'un qui a un enfant qui ne veut pas manger de la viande, pourquoi est-ce qu'on le forcerait à manger quelque chose qu'il ne veut pas manger? Quel sens ça a? Aucun. Par contre, il faut lui proposer un menu équilibré en échange. Évidemment, mais ça, c'est toujours le cas. Légumineuses. C'est toujours le cas, puisqu'aujourd'hui, on sait très bien que si on ne mange pas ou peu de viande, on sait très bien comment équilibrer en protéines. Voilà. Et aujourd'hui, je ne parle pas évidemment de la question de la souffrance animale, qui elle aussi, ça aussi, c'est la bonne nouvelle quand même. Les choses évoluent quand même énormément. Et on va dans le bon sens, donc c'est rassurant. Et ça prouve que le poids des citoyens est important. En ce qui concerne la souffrance animale, aujourd'hui, c'est des sujets qui sont partout, qui sont maintenant on envisage de mettre des caméras dans les abattoirs pour voir comment on se comporte. Donc, toutes ces questions sont dans l'air du temps, elles sont prises en compte par les stars, par les intellectuels, par les politiques. Donc, oui, c'est en train de bouger, et il tient qu'à nous de soutenir et d'amplifier ce mouvement. Voilà, et je vais en finir maintenant. Donc, pour vous dire que, effectivement, on voit bien que les solutions sont là. Je ne sais pas si vous avez vu un film qui s'appelle Le potager de mon grand-père de Martin Esposito. C'est un film qui est en train d'évoluer. Martin, c'est un type qui a fait un documentaire qui s'appelait Super Trash, où il a vécu 2 ans sur des déchets d'ordures et fait un reportage documentaire là-dessus pour montrer pour voir comment on gérait nos déchets dans le pays. Et c'est vrai que c'est un truc qui l'a rendu fou. Et il a décidé, pour se laver de tout ça, d'aller retourner chez son grand-père, près d'Antibes, et que son grand-père lui apprenne à cultiver un potager et légumes. Et pendant 1 an, il raconte cette reconquête. C'est un film qui a eu un formidable succès, et il en est à plus de 150 projections dans toute la France, etc. Et avec des débats, des conférences, etc. Et ça montre que vraiment la résilience et la reprise en main sont là, et que les solutions sont là, et que les gens ont envie d'aller vers ça. Alors maintenant, il faut rester à savoir si on veut attendre une catastrophe pour bouger, ou si au contraire, si on veut rejeter la faute sur les politiques, les agriculteurs ou les patrons, ou si on veut effectivement participer à ce changement. Tous les philosophes depuis le début de l'Antiquité expliquent que le changement, il dépend d'abord de nous. Le changement, disait Gandhi, le changement que vous voulez pour le monde, appliquez-le déjà vous-même. C'est vraiment la base de tout. Et donc,
aussi, on se rend compte que, pour revenir à ce thème de nourriture avec un S, de bien nourrir son corps, c'est peut-être d'abord nourrir sa lucidité, sa curiosité intellectuelle et sa volonté. Mais l'histoire a montré que les hommes ont toujours su s'adapter aux évolutions et révolutions, qu'elles soient naturelles ou technologiques. Donc il faut y croire, il faut s'y mettre, et de toute façon, on n'a plus trop le choix. Voilà. Excusez-moi d'avoir été un peu long. Merci, c'était très bien. Merci. Ça vous cause, hein, si vous avez des choses. Jardin de la Grande, c'est Martin. Esposito, E-S-I-T-O. C'est un film vraiment sympa et bien fait. Il y a plein de films qui sortent en ce moment sur cette thématique-là. Beaucoup. Il y a eu le film de Jacques Perrin qui est formidable. Il y a eu le film Human de Yann Arthus Bertrand. Il y a eu le film de Martin Esposito. Il y a eu Demain. Il y en a de plus en plus. Il y a beaucoup de choses. Il y a eu En quête de sens. En quête de sens, évidemment, de Marc de la Milliardière. Des garçons. Il y a, franchement, aujourd'hui, il se passe des trucs incroyables. C'est absolument génial. Après, il y a tous les films de Marie-Monique Robin aussi qui sont intéressants. Moi, j'aime un peu moins ce qu'elle fait, Marie-Monique, parce que c'est un peu caricatural des fois. Elle cherche tellement à prouver des choses et à les asséner que... oui, mais cela dit, elle a fait Le Monde selon Manteau, c'est un Oui, ça c'était bien sûr. Bien sûr, je parle de maintenant. Il est toujours d'actualité, quoi. C'est vrai. Non, c'est pour ça, aujourd'hui, il y a vraiment un foisonnement incroyable, une envie partout. Moi, je suis confiant parce que je suis sûr que les choses vont bouger, vont changer. Oui, il y a un foisonnement. Ouais. Les gens en ont marre, ils ont compris. Tout ça ne fonctionnait plus, qu'il fallait passer à autre chose et qu'on n'avait pas trop le choix. Le problème, c'est que c'est comme toujours, les changements, ils sont faits par une petite avant-garde de gens qui sont un peu éclairés au courant de ces choses, qui avancent. Puis à un moment, pour une raison ou pour une autre, ça bascule et ça suit et ça éclot. Pour vous rendre le moral, j'ai regardé, on l'a. J'ai regardé et ce matin un document à la télé. Il y a 300 hectares à Paris qui sont de terrasses, de balcons, 300 hectares c'est important, qui sont voués au jardin, au rucher. La Fondation Planète vient de récupérer à Longchamp toute une série de terrains qu'ils vont mettre en permaculture dans le bois de Boulogne. Et pareil, ils vont faire des sensibilisations à toutes ces questions-là. Les mouvements sont énormes. Il se passe vraiment un truc en ce moment. Mais c'est difficile quand même. On a un fils qui habite dans les boucles de la Seine, au Fleck. Ouais, j'habite tout près. Avec un espace vert, il y a presque 1 hectare d'espace vert. Il n'y a rien sur le bord de la Seine, il y a des inondations, il n'y aura jamais de construction. Il a proposé à plusieurs reprises d'essayer de créer des jardins potagers. Ils ne sont pas tout de suite. On le regarde, les copropriétaires. C'est Ils sont une poignée. Oui, mais en même temps, vous voyez. L'enfant a du temps. Vous voyez, je vois dans une ville comme Versailles, le maire que je connais bien, un type incroyablement dynamique, et là, on lui dit pour remplir vos quotas, il faut faire. Il a une énorme série de barres d'immeubles dans un quartier. Elle lui a dit c'est pas compliqué, mon vieux, le préfet lui a dit pour ajouter 5 barres, on n'en parle plus. Il lui a dit non, c'est pas comme ça qu'on fait. Il est à la place de cet espacement, il a fait des jardins partagés, ce qui fait que ça se passe bien, que les gens dans les cités sont contents. Et puis ailleurs, il a fait débloquer par l'État d'autres terrains que l'État a essayé de lui vendre hors de prix. Il a dit si vous voulez que je construise du logement social, il va falloir baisser le prix. Et puis c'est un bras de fer, mais les élus, il faut qu'ils se battent, il faut qu'ils soient formés pour ça, il faut qu'ils soient conscients de tous ces enjeux. Tout ce dont on parle là, c'est du chinois pour beaucoup d'élus. On voit d'abord l'intérêt économique avant de voir l'intérêt de la qualité de vie. Les deux sont liés. Mais l'intérêt économique, il était là à l'époque des jardins ouvriers de Suresnes, par exemple. Les jardins ouvriers de Suresnes, c'était un intérêt économique pour les gens qui les exploitaient. Bien sûr. Et puis les jardins ouvriers, ça faisait partie qui n'existe plus. Ça faisait partie du deal paternaliste qui avait son bon côté.
Aujourd'hui, l'économie collaborative, elle est en train on est en train de créer le plus grand taxi du monde, il ne possède pas un taxi, le plus grand hôtel du monde, il ne crée pas des emplois sur place, leur argent, il le rapatrie au Panama. Au moins, le capitalisme à l'ancienne, il crée des emplois, des usines, ensuite on en pensait ce qu'on voulait, du bien ou du mal, mais n'empêche qu'il y avait quelque chose, il y avait un deal. Ça, c'est en train de disparaître, c'est dramatique. Au profit de la finance. Et là, si vous créez des emplois agricoles sur place, si vous créez des fermes d'avenir de permaculture, vous créez des emplois non délocalisables, des emplois pérennes. Ça change tout. Vous savez, je trouve que moi j'habitais en ville, justement dans cette région et aussi la vôtre, et je trouve que c'était beaucoup plus facile de parler d'écologie et de se nourrir de façon écologique qu'à la campagne. Oui, parce qu'à la campagne, quand on parle de ça aux voisins, ils ont l'impression de trahir leurs parents, leurs grands-parents qui se sont donné tellement de mal dans les fermes. J'en parlais avec le président de la Chambre de l'agriculture, on en parlait avec M. le maire. C'est vrai que finalement, il y a un discours officiel qu'on tient encore à la FNSEA, où on dit, voilà, et en fait, au fond d'eux-mêmes, quand vous discutez avec les gens, ou avec Xavier Belin, ou des gens comme ça, en aparté, que vous déjeunez avec eux, ils sont 10 fois plus lucides qu'on ne le croit. C'est d'autant plus grave d'ailleurs, parce que ça veut dire qu'ils font exactement l'inverse de ce qu'ils devraient faire, et ils le savent. Mais ils ont des lobbies, ils ont des... Et puis les gens dans les fermes, ils ne voient pas du tout, alors là, ils ne voient pas du tout. Et puis il y a le crédit agricole, il faut bien qu'ils gagnent leur vie. C'est tous ces lobbies-là. Il faut qu'ils bousculent leur mode de pensée. Et c'est le plus difficile. C'est ça. Changer son mode de toute façon, c'est pour tout. Il ne faut pas penser qu'on est propriétaire. On pense que je suis qu'un usufruitier. De toute façon, j'utilise ce que la vie me donne. Jacques Grosbelin a fait un discours absolument remarquable sur ce sujet. Propriétaire de rien. De toute façon, aujourd'hui, le principe, il est à la location partout, on le voit bien. C'est-à-dire que, tout simplement, parce que c'est le modèle économique de demain, on le sait très bien, c'est pas la propriété. Voilà. La question de la propriété privée est une question qu'on ne réglera pas en 5 minutes. Mais globalement, cette question-là, elle se pose. Elle se pose. Au fond, quand on est propriétaire, on est responsable aux autres, vis-à-vis des autres, du devenir ça. Mais vous savez, un type comme Thomas More au XVe siècle, expliquait il va falloir... la terre appartient à tous, tout être humain qui naît sur cette terre a droit à... Voilà. Donc il y a une propriété privée, pourquoi pas, parce que voilà, c'est comme ça. En revanche, comme chacun d'entre nous est usufruitier, reçoit en usufruit ce territoire, on divise ce que rapporte la richesse publique liée à ce territoire. À l'époque, il y avait 95 ou 98% d'agriculteurs. Donc on divise toute cette richesse et on reporte une petite somme, un petit pourcentage de cette richesse que les propriétaires payent à chaque personne par rapport combien rapporte un arpent, etc. De manière à... Et donc il proposait qu'une petite somme soit allouée à chacun et qu'à partir de 50 ans, c'est le premier inventeur de la retraite, qu'à partir de 50 ans, à l'époque quand on arrivait à 50 ans, c'est déjà qu'on était en bonne santé. Et qu'à partir de 50 ans, on verse une petite retraite aux gens sur la base du fait que la terre appartient, donc ça ne remettait pas en cause la propriété, ça l'interrogeait. Et voilà, la naissance de l'idée du revenu de base date de ça. Et c'est une question évidemment toujours actuelle. Aujourd'hui, on est en train quand même, au nom de quoi, 10 générations auront pompé tout le pétrole en se l'appropriant. Au nom de quel droit on aura fait ça pour ne plus rien laisser à nos gosses? C'est criminel. Enfin, ça paraît des évidences de le dire, mais je crois que c'est pas vrai. Le revenu de base, il a déjà été expérimenté, mais j'arrive plus à me souvenir. Il a été expérimenté partout, il est en cours. Il est en cours, Oui, voilà. non, il existe. Il existe en Alaska et à Singapour. Il existe en Alaska où la rente pétrolière
Donc là, on revient sur ce principe, le pétrole appartient à tous, donc on reverse 2000 euros, je crois, non 2000 dollars, je crois, à chaque habitant d'Alaska sur la rente pétrolière, à Singapour sur la rente de la croissance